Bonjour et bienvenue à cette deuxième saison du podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Garand-Rousseau de la Gravel Mafia. Maxime que vous avez déjà entendu à quelques reprises sur le podcast. Et aujourd'hui, on analyse quelques produits dits gravel spécifiques que l'industrie du cyclisme essaie de nous vendre. Et on se demande est-ce que c'est bon, à quoi ça sert, et on répond à la question est-ce que c'est utile ou pas dans votre pratique. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler qu'on est présent sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts. On est disponible à peu près sur toutes les plateformes imaginables, sauf SoundCloud, bien sûr. Alors, je vous invite à vous abonner à votre plateforme préférée parce que ça nous aide à nous faire découvrir. L'année passée, il y avait en moyenne 2000 auditeurs par épisode et on espère fortement, les invités et moi, que vous soyez au rendez-vous aussi cette année et que vous ne manquiez pas un épisode. Du fond du cœur, merci beaucoup d'écouter le podcast et sans plus tarder, on passe à Max. L'enregistrement est démarré. Eh bien, Max, bienvenue après une longue été d'absence. Hey, je m'excuse pour commencer. C'est commencé, bienvenue au podcast. Mon premier Non, mais j'ai invité pas de les la écouteurs. saison. Attends, j'étais pas prêt, man. Tu vois que j'étais rouillé un peu sur notre setup de podcast. Ça va être excellent, man. Mais non, on peut pas faire écouter ça au monde, par exemple. Ben non, faut faire écouter ça au monde, c'est tellement naturel. Ah, c'est tellement vrai, c'est tellement authentique. C'est authentique. Tout comme cet épisode d'aujourd'hui, parce que on va parler, après cette année, sous le signe de la Gravel, si le vélo était un horoscope, on va parler de produits parce que toi, tu es un mafieux graveleux. Puis moi, cette année, j'ai beaucoup expérimenté en gravel. Puis ce que je me suis rendu compte à force d'expérimenter, c'est qu'il y a énormément de produits gravel spécifiques qui ont été lancés par l'industrie. Puis des fois, ça c'est utile et ça résout des problèmes. Puis des fois, pour vrai, je me demande pourquoi. On fait face à une industrie opportuniste ici, hein, qui veut milquer un peu son dollar puis aller chercher un peu plus de cash avec des nouveaux produits. On avait-tu vraiment de besoin? Exact. Ben, tu sais, j'ai des bons exemples que j'ai déjà hâte de te partager quand je pense à certains items dont on va parler aujourd'hui, à savoir si c'est vraiment utile ou si c'est totalement à éviter. Alors, on a divisé ça en deux catégories, soit vêtements. On pourrait commencer par vêtements, puis après ça, finir avec les composantes. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses? Parfait. Le premier, dans la catégorie vêtements, le bib à poche, qu'on a vu de plus en plus être popularisé. C'est quoi, toi, ton hot take là-dessus? Le hot take, j'adore ça. Honnêtement, je pense que le hot take, c'est il était où le bib avant pas de poche? Qu'est-ce qu'on faisait avec pas de poche dans nos bibs? C'est incroyable ce produit-là. J'ai expérimenté avec deux marques différentes. Puis là, le dernier que j'ai eu, c'était un bib du braquet. Et vraiment, c'est extraordinaire. Même autant les poches sur les cuisses que les poches dans le dos ajoutent beaucoup, beaucoup de capacité de transport, même en conservant un jersey régulier. J'ai trouvé beaucoup de plaisir à utiliser ce bib-là, autant sur la route que sur la gravelle. C'est mon bib préféré. Je le sors tout le temps maintenant. Ah, je suis bien d'accord. Moi, j'aime bien faire de la distance. Puis quand j'ai traversé la Suède, c'était un genre de must pour avoir. Ça rend aussi les choses plus accessibles que dans ton dos. Tu sais, tu lâches moins longtemps le guidon quand tu es un peu plus en déséquilibre. Puis aussi, tu sais, toute la quantité de choses que tu peux avoir à portée de main, tu sais, ça apportait vraiment une certaine liberté. Puis là, l'Instagrammeur peut rapidement sortir son appareil photo, son téléphone. Moi, je vais le côté aussi, tous les petits papiers de barres d'emballage qu'on peut. On dirait que moi, ça me permet de faire une espèce dans mes poches. Tu sais, j'ai les poches de dos, les poches sur le bib. C'est que là, il y a comme mes go-to, les rapides que je veux sur mes cuisses, que je veux rapidement. Puis après ça, tous mes petits papiers, mes petits emballages, ça, je les mets dans mon dos parce que je sais, dans ma poche du milieu, dans le dos, c'est la plus loin, c'est un peu difficile d'accès. Fait que j'ai garoche là, puis j'y retrouve. J'y retrouve plus tard. Ouais. Fait que je trouve que pour je dirais la gestion, la nutrition, gestion du gear, puis juste le confort, la légèreté, le bonheur d'avoir des poches, toi, puis Oui, puis, c'est quoi j'allais dire par rapport à ça? Oui, la gestion des déchets aussi, tu sais, tu veux pas non plus genre remettre ton gel
manger dans la poche des bons gels parce qu'après ça, tout devient collant. En tout cas, c'est peut-être juste un problème que moi j'ai. Partage le même problème, en fait. Je pense qu'on est nombreux avec ça. Puis même, tu sais, des fois, tu as une barre à moitié ouverte, tu manges juste la moitié, pas au complet. Mais là, tu la sors, mais finalement, c'est une barre ouverte. C'est juste un wrapper de barre. Tu sais, bref, je pense que pour faire la gestion de ce qui se passe dans tes poches, surtout quand tu pars pour une longue ride, pour un 4, 5 heures, 6 heures de vélo, un 100, 130, 150, whatever, ça, ça devient un must assez vite. Fait que non, vraiment très fan de ce produit-là. Je pense que ça, c'est un bon exemple de aïe aïe. Le vélo de gravel nous a amené peut-être ailleurs ou la tendance nous a amené ailleurs avec le bib à poche. Et là, on parle pas, on parle du bonheur du bib, mais le bonheur de pouvoir porter pas un jersey à Ouais, l'étage du haut. C'est aussi un autre bénéfice incroyable avec le bib à poche. ça a définitivement ouvert la porte aux T-shirt rides dont on a été très des bons participants cette année, je dirais. Absolument, absolument. Toujours, puis il y a quel bonheur d'être de descendre au vent 60 km/h, de voir ton chandail flacoter au vent, puis sentir que avoir une Ouais. impression de vitesse incroyable. Donc non, vraiment le bib à poche, je pense que c'est un must pour tous, autant sur la gravelle que pas sur la gravelle. Puis tu sais, même en tant que papa, des fois je veux rider avec mon garçon. Ah, écoute, imagine une couche, une lingette, toujours prête dans une poche de bib à poche. Le gars est prêt. À contrario, on a parlé des T-shirt rides, mais j'ai vu qu'il y avait certaines compagnies qui avaient sorti des maillots de vélo et j'en ai des maillots d'aventure, pardon, et j'en ai essayé. Puis ça, c'est des maillots qui, dans la même idée que le bib à poche, ont 5 poches plutôt que 3. Fait que tu te ramasses comme avec des poches sur les côtes. Puis ça, c'est vraiment weird parce que de un, t'as pas tant de stabilité, ça flacote tout le temps, ça tire un peu ton maillot dans tous les sens. Puis je vois pas le problème que ça règle d'avoir juste plus de poches qui font du poids à des endroits. Parce que tu sais, dis-toi que quand tu es penché, mettons, nous, on a des positions relativement agressives. Quand tu es penché vraiment de façon agressive sur ton vélo puis que tu as des poches sur les côtes, ça vient comme juste glisser tranquillement vers le ventre. Puis c'est juste désagréable à tout point. Euh, mais bon. Ça amène un bon point. Le jersey de gravel versus le jersey de route, je suis pas certain que je vois le bénéfice. Tu sais, je veux dire, on a vu des prints plus terreux, plus, je sais pas, plus qui évoquent l'aventure, tout ça, mais au final, c'est le même jersey. Puis d'avoir plus de trucs dans mes poches de jersey, ça me semble être un malheur. Moi, en fait, j'aime ça avoir presque rien dans mes poches de jersey. J'aime ça rouler léger du haut. Parce que comme Mhm. tu dis, c'est un vêtement qui est plus appelé à bouger que par exemple le bib qui est très, très, très serré, très ajusté. Ou tant qu'à ça, je vais mettre des trucs dans un sac de guidon, un sac de cadre, pour avoir le moins de poids possible sur moi. On dirait que c'est ce que j'aime. Exactement ce que j'allais dire. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a le sac de guidon puis de cadre qui est si populaire. C'est qu'à un moment donné, tu n'as pas besoin d'avoir. Déjà qu'on a rajouté des poches sur le bib, puis ce qui est cool, c'est que ça permet de porter, mettons, un t-shirt d'être plus relax, mais d'être rendu avec 2 poches sur ton. Ben, 3 poches sur ton bib, puis 5 poches sur ton maillot. Rendu là, si tu as besoin de transporter autant de stock, tu es aussi bien de juste le mettre dans des sacs parce que. Ou commencer à rocker le style tu sais, de la veste de pêcheur avec tous les Ouais. accessoires. Donc, ça, c'est peut-être la suite pour 2024. Toujours dans l'idée d'ajouter des poches. C'est toi qui m'avais partagé ça en début de saison. Les casques gravel spécifiques. Puis là, on dirait que l'industrie se cherche quand vient le temps de designer un casque de gravel. J'ai vu un qui avait un espace cargo, donc une espèce de strap de bungee cord pour mettre un gel sur ton casque, qui est comme probablement l'affaire la plus inutile que j'ai vue. J'ai vu un qui avait une palette, parce que ça a l'air que mettre une casquette en dessous d'un casque en gravel, c'est plus difficile. Mais tu sais, quand je parle d'une palette, c'est comme une palette de casquette cycliste, là. C'est pas une palette genre de plastique comme sur un casque de Mm. vélo de montagne. Et le dernier casque que j'ai vu, il avait une visière intégrée parce que ça a l'air qu'en gravel, tes lunettes, ils bougent. J'ai jamais eu le problème, genre des lunettes qui bougent au point où je voudrais qu'ils soient fixés à mon casque et fixés à ma tête, mais En fait, je suis d'accord avec toi en général. Le casque Gravel spécifique, on s'entend, là, ça a pas, je vois pas vraiment d'utilité là-dessus. Euh, Écoute, le bungee, peut-être, tu peux mettre une flashlight après. Tu
peux mettre un drapeau pour être plus visible. Je vois pas, c'est nono, ça. Mais pour ce qui est des lunettes, moi, j'ai déjà perdu mes Sutro dans le cadre d'un effort. Les Oakley Sutro avec les bandes droite. J'ai pas la tête assez large, puis je les ai déjà perdus à l'effort dans un genre de petit sprint, je sais pas quoi. Donc, peut-être un enjeu, mais certainement pas pour mettre une visière intégrée à mon casque lorsque je vais à l'aventure en gravette. Yo, dude, Je si vois ça pas, brasse je vois pas trop, le là, point. achète-toi une petite corde à la place de te payer un casque à 400$ qui a des lunettes intégrées. Là. Allez, là, c'est pas plus compliqué que ça. Ou achète des bonnes lunettes qui tournent autour derrière les oreilles. Comme Comme les aventuriers. Non, mais les Alba Optics, ils font ça. Ah ouais? Ouais, ils passent derrière l'oreille. Moi, c'est une des raisons pourquoi je les adore. Le fait qu'elles sont bien lock in place. Les nouvelles Oakley aussi de vélo avec un petit look vintage ont cette feature-là. Puis écoute, c'est pas compliqué. Ça garde. Ah, même pas. Fausse alerte, les Oakley que je pensais n'ont pas cette Ouais. capacité-là. Les J'ai jamais Hydra. eu de problème de lunettes. T'sais, en général, il y a comme une espèce de petite. Des bonnes lunettes, ils ont une espèce de petite grip, comme sur les branches. Ça, on dit des branches de lunettes? Ouais. Donc sur C'est les là, je parle de branches, puis. lunettes, là. Moi, j'en porte pas. Donc. Ouais, c'est ça. C'est moi qui vois pas en plus. Je devrais le savoir. Mais OK, écoute, casque de gravel, pour moi, je pense que c'est un big no-no. Je pense pas que ça ajoute beaucoup à l'expérience. Que penses-tu sans ça? Des chaussures de gravel, toi? T'as l'air d'avoir une petite dent contre les choses spécifiques à la gravel? Bon, d'un, je voudrais féliciter tous les manufacturiers de chaussures de ne pas avoir ajouté des poches sur leurs chaussures, parce que c'est le premier item qu'on parle dans la section vêtements qu'il n'y a pas de poche. Mais je vois toujours pas la différence entre des chaussures légères de vélo de montagne et des chaussures de gravel. Dans ma tête, mettons, présentement, j'ai des gyros de vélo de montagne avec une semelle en carbone, c'est ultra léger, ça fait la job. Je vois pas qu'est-ce que il pourrait être plus spécifique au gravel. Euh, c'est SPD, c'est mettons les deux bottes, c'est aéré, c'est tout ce que tu veux pour faire, mettons, de la longue distance. C'est certain qu'il y a certains types de chaussures de vélo de montagne qui sont peut-être un peu plus bulky, qui sont plus grosses, mais comme il y a tellement une grande diversité que je vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus à apporter à quelque chose de gravel spécifique. Au contraire, je trouve que ça ressemble juste à mes souliers de vélo de montagne que j'ai déjà. Laisse-moi te présenter un avis contraire. Je pense qu'au travers de tout l'ensemble de l'œuvre, je veux dire, des cossins de Gravel, des nouveaux produits de Gravel, on sent l'opportunisme across the board, là, c'est absolument vrai. Mais je pense que les chaussures de Gravel, parce que mettons, je pense que les chaussures de Gravel ont un point spécifique. Et si on pense à, mettons, une chaussure de vélo de montagne qui est très puissante, qui est très performante, ça va être extrêmement stiff. Ça va être vraiment sur le power transfer. Ça va être super léger, mais ça va être stiff. Pour vraiment transmettre la puissance dans le cadre d'un effort relativement court, dans le cadre d'une épreuve de vélo de montagne. C'est pas le même épreuve. Aller faire Big Red, aller faire une course de gravel, aller faire 5-6 heures sur ton vélo, ça prend une chaussure qui est confortable, qui est légère, qui respire, comme tu dis, qui a un certain stiffness qui peut s'apparenter à une chaussure de route, mais qui n'a pas nécessairement la robustesse d'une chaussure de vélo de montagne. Puis les chaussures de vélo de montagne aussi, ils viennent avec de la place pour mettre des spikes. Ils viennent avec des features qui alourdissent la chaussure. Alors que une chaussure de gravel, si tu veux plus spécifique, c'est vraiment un shoes de road bike SPD. Finalement, c'est un vélo de montagne extra léger avec des features en moins. Mais vraiment penser plus confort, penser avec des semelles plus confort. Fait que non, moi je pense que je vois ton compte, je pense que c'est un gros diagramme de veine. Chaussures de vélo de montagne, chaussures de gravel. Ça, c'est très, Ouais. très proche. Mais je vois quand même des features, puis je vois quand même des différences. Moi, j'ai acheté l'année dernière des chaussures Shimano spécifiques pour la gravel. Écoute, il y avait... La joke, c'est que, mettons, il y avait l'espèce, c'était des RX8, je pense. Il y avait un motif un peu camo dessus, parce qu'évidemment, chaussures de gravel, avant ça prend du camo. Ça m'énerve. Mais la chaussure elle-même, confortable, stiff, mais pas trop. Ça respirait. C'est pas une chaussure de vélo de montagne. C'est une chaussure que je trouvais de gravel. Qui se rapprochait beaucoup de mon shoes de road bike.
qui avait des crampons pas mal moins agressifs pour la boîte et tout ça. C'est pas fait autant pour courir dans la boîte. Mais, ouais, non, je pense qu'il y a quand même une... Voilà, c'est mon plaidoyer pour le chose de gravel. Ah, c'est un bon point. Ben, tu sais, j'en ai jamais essayé des chaussures de gravel, pour être bien honnête. J'ai eu énormément de paires de chaussures, j'ai eu des bottes de fat bike, j'ai eu de tout, sauf des chaussures de gravel. Fait que je serais pas contre d'essayer. C'est sûr que le confort, c'est un excellent point que tu soulèves. Puis que je serais curieux d'essayer. Tu sais, à date, j'ai pas vraiment ressenti de problème, mais c'est vrai que, mettons, des chaussures de cross-country comme celles que j'ai, euh, c'est fait pour un effort probablement plus d'une heure que pour faire un 12-13 heures si tu fais, mettons, de l'extrême distance de gravel ou juste, mettons, c'est quoi, mettons, Big Red, la moyenne, le 140 km, c'est 7 heures dans le fond? Ouais, les vite, c'était comme 5, puis les moins vite, c'était plus 7, mais en 6 heures, c'est l'effort type. Puis, ouais, ça prend du confort. Puis, il n'y a pas juste ça. Un touch point sur ta pédale de gravel, de SPD, le touch point est petit versus ta pédale de route est beaucoup plus large pour le transfert de puissance, mais aussi, ça fait moins mal. Parce que le contact point il est plus large, alors que sur une chose de gravel, c'est vraiment point précis. C'est comme un talon haut qui te fesse dans le dessous du pied, tu sais. Fait que je pense que la chaussure de gravel, je pense j'ose croire qu'elle est designée pour avoir un meilleur transfert de cette douleur-là. Fait que, une autre chose à surveiller, tu vois, moi, cette année, j'ai aussi acheté des pédales, des pédales extérieures. C'était Shimano SPD, le modèle extérieur, parce qu'il y a un contact point qui était plus large. Pour réduire un petit peu, augmenter le power transfer, puis réduire un petit peu le sentiment qu'il y a juste ma chaussure est connectée juste par un point. Okay, c'est des petits détails comme ça qui, je pense que sur plusieurs heures font la différence. On parle quand même de fine-tuning extrêmement... On est minutieux ici, on est dans les détails, mais je pense qu'au final, le contact point est quand même pas très grand sur une pédale SPD, donc une chaussure un petit peu mieux pensée pour de longues heures peut valoir le coup. Puis là, OK. Puis les pédales dont tu me parlais, c'est quoi? C'est-tu gravel spécifique ou c'est juste les pédales de montagne qui sont... Ce serait le bout du monde, ce serait le bout de la merde que Shimano nous donne des pédales gravel spécifiques. On les a déjà, les pédales SPD sont formidables. Il y a 3 modèles dans la gamme. Le classique PD, je ne sais pas quoi, 540, XT puis XTR. Okay. C'est des pédales de vélo de montagne, ce n'est pas des pédales de gravel. Mais c'est utilisé en gravel, c'est un produit vendu comme tel. Mais c'est pas un gravel specific item. Mais moi, j'ai pris comme ça. Puis en plus, le fait qu'elle est plus légère, on montre beaucoup de dénivelé positif en gravel. Donc, on veut aller chercher tous les grammes pour se donner une petite chance de survivre derrière nos amis maigres. Ben, voilà. J'ai sauvé 12 grammes sur mes pédales. 12 grammes. Bon, il reste encore quelques livres. Ouais, le prochain, là. OK, le prochain, dans le fond, là, c'est un super segway, les pédales, pour entrer dans le merveilleux monde des composantes, OK? Là, moi, j'ai pas eu le temps de geeker sur certaines des composantes dont on va parler, OK? Fait que je vais te laisser un peu plus le crachoir, mais j'aimerais ça que tu me parles, dans le fond, la transmission là, de vélo de gravel. Mettons, quand on pense, toi, tu es en GRX, c'est ça? GRX. OK. Puis, fait que, mettons, ça serait quoi la différence entre un GRX puis un, mettons, 105 ou Ultegra? Ouais. Ben, tu vois, j'ai roulé, moi, mes premières années, puis en fait, longtemps avec Ultegra 105, comme, même en cyclocross, j'ai roulé ça longtemps. Je pense que c'était l'avènement de la clutch dans le dérailleur qui était, je pense, le big deal. Évidemment, les disques, mais là, les disques, on les a sur la route. Mais je te dirais, des petites différences. La clutch, grosse différence quand même, permet de réduire le chain slack et la chaîne qui va éventuellement débarquer. Donc, quand même, un feature intéressant. Ça crée de la rétention pour ceux qui savent pas c'est quoi la clutch en vélo de montagne, c'est que c'est comme un petit piton que tu pèses de mémoire, puis ça empêche le chain slack, donc la chaîne de se promener de haut en bas quand il y a des impacts, puis ultimement de débarquer. Fait que ça crée une rétention sur la chaîne. On parlait un transfert direct du mountain bike
Ça, c'était vraiment ça. C'est les groupes 7 XTR de Shimano qui ont eu un bébé avec les groupes 7 de route Ultegra et Dura-Ace. Ça donne GRX. Fait que, L'enfant tu sais, illégitime ben de non, la pas ça. montagne et de Je la pense que route. c'est absolument legit. Tu sais, c'est le gearing un petit peu plus routier, la technologie qui fait que c'est un petit peu plus robuste. Mhm. Un truc que j'avais aussi remarqué qui était intéressant, c'était mes freins à disque route que j'avais versus mes GRX. C'est la largeur de l'ouverture. Ça veut dire que avant que ton disque commence à frotter sur ton pad, ça prend Mm. un petit peu plus de temps parce que l'ouverture est un petit peu plus grande. On parle de millimètres, on parle de. C'est jamais incroyable comme différence, mais toutes ces différences-là s'accumulent, surtout dans un pad qui est un disque qui est souvent sale, parce qu'on roule dans la pluie, dans la boîte, tout ça. Ben, ça va contribuer à avoir un petit peu moins de friction, un petit peu moins de bruit, puis ultimement, ben, une meilleure ride. Fait que pour moi, ça, c'est un plus. Frein, les composantes, évidemment, à côté la clutch. Par ça, tout le gearing. Gearing, super intéressant. Donc, ça permet un gearing qui est fait pour aller un petit peu moins vite, mais monter un petit peu plus facilement à du dénivelé positif, donc plus généreux. On retrouve des ratios 1-1. On n'avait jamais ça en 2010. Là. On ne se parlait pas vraiment de ça, de ratio 1-1, là, de 40 en avant, 40 en arrière. Ça n'existait à peu près pas. Là. Ouais. C'était juste les vélos vraiment weird qui avaient ça. Fait que là, c'est vraiment rendu commun. Puis, je veux dire, l'essayer, c'est l'adopter. Moi, j'ai plus jamais grimpé 3000 mètres sans ça. Là. Ouais. C'est vrai que dans la nature, tu n'as pas un ingénieur qui a décidé du meilleur spot où la trail passerait versus une route où est-ce que souvent tu sais, l'ingénieur routier va choisir le meilleur spot pour faire passer. Fait que tu sais, t'as beaucoup plus. Tu sais, les pentes sont des fois sont beaucoup plus steep dans la nature qu'elles peuvent l'être dans la vie en général. Fait que tu as besoin d'aller chercher justement ces ratios-là qui vont être plus proches du 1-1 et moins proches des ratios prévus pour du 5, 6, 7, 8%. Vraiment dire que la tendance générale a évolué vers ça. Il n'y a pas si longtemps encore, on avait des cassettes 11-23, 11-25. Moi, je me rappelle, j'ai commencé, j'avais du 11-28, puis oh, t'as la cassette de grimpeur, toi, 11-28, tu sais, puis c'est comme une 28 maintenant, c'est le minimum, là, en tout cas du moins dans mon livre à moi, là. Fait que, puis là, maintenant, on voit plus souvent des 11-32, même sur la route, des Mhm. 34, c'est pas rare non plus pour des road bikes. Fait que je pense que l'industrie a comme catch-up au fait que le commun des mortels veut monter des montagnes, veut monter des côtes, puis que pousser une 11-28, même avec un pédalier compact, ça reste un gros effort. Fait que je pense que l'industrie au complet a rattrapé ça, les group sets de gravel encore plus. Dernier point, qui est plus gravel spécifique sur les group sets, c'est les cocottes. Donc, les Mm. cocottes un petit peu plus robustes, un petit peu plus grosses, généralement sont faites pour retenir un petit peu plus tes mains dans le cadre d'un sentier chaotique, par exemple. Donc, la taille de la bosse, la taille du hood va être un petit peu plus gros sur un GRX, mettons, qu'un versus un 105. Écoute, on pourrait trouver une multitude d'autres détails, mais je pense que ça fait le tour en Mais général. ça répond vraiment à des besoins, parce que tu as vraiment nommé des besoins, tu sais, le chain slack, tu as nommé justement les freins qui peuvent frotter, tu sais, en hors route, on ne contrôle pas tant notre environnement. Après ça, les cocottes, tu sais, ça a vraiment été bien pensé, fait que je pense qu'on peut y donner, on peut dire que ça résout un problème. Maintenant, pour les roues, parce que moi, j'ai une merveilleuse paire de Envy de Gravel, puis je me demande, je pense que c'est dans le fond, la largeur Ouais, interne de la roue ouais. qui est beaucoup changée dans le but justement que le pneu aille élargir, mais j'ai pas très bien compris comme qu'est-ce que ça changeait réellement d'avoir des roues de gravel versus des roues régulières. Puis je vois beaucoup de monde rouler des roues de route, hors route, puis ça n'a pas l'air de les déranger particulièrement. Real talk ici, là, le commun des mortels, on n'a jamais vraiment de besoin. C'est tout le temps des optimisations. On est tout le temps dans des 1%. Mhm. Mais réellement, une jambe plus large, puis encore là, la mode est à ça, les pneus sont plus larges, encore là sur la route également. Ça, c'est tout un transfert aussi qui se fait d'un à l'autre, de la route à la gravelle et vice-versa. Mais tout est plus large en ce moment. Puis les gens, le fait que la jante interne soit plus large, ce que ça fait, c'est que la bulle, tu sais, imaginez le pneu au bout de la jante, Mhm. tu sais, ça fait comme un petit ballon en ce moment. Mais quand la jante n'est pas très large,
ou est beaucoup moins large qu'avant, ça fait une grosse ballonne. Ça fait beaucoup plus de déformation, ça fait moins de stabilité. Ça fait que la roue est plus instable dans des virages, entre autres. Le pneu va être beaucoup plus susceptible de se déformer, mais pas de la façon qu'on veut. Fait qu'une jambe plus large, combiner un pneu d'une largeur qui devrait fitter avec ça, ben, ça permet finalement que le pneu vienne mieux s'asseoir sur la jante. Il va mieux se déformer comme c'est entendu puis réfléchi par le manufacturier de pneus. Donc ça, c'est un bénéfice, je pense, qui est super intéressant. Ça fait que le pneu va mieux se placer. Ça fait aussi un gain aéro. Évidemment, on n'a pas parlé encore d'aérodynamisme, mais quand tu fais 6 heures de bicycle, si tu peux sauver 1% d'énergie, pourquoi pas, hein? Quelques watts à gauche, à droite, ça peut faire la différence pour retarder ton banc. Mais, fait encore là, donc, une jambe plus large va rendre le pneu plus aéro. Tu sais, je pense au vélo Factor de Adam Roberge, tout est pensé, tout est super aéro. Puis tu regardes le pneu, il fit super bien avec la jante. Tu regardes ce genre de setup-là. Fait quoi? Je dirais largeur, évidemment robustesse aussi, super important. La roue va manger quite a beating. Fait que souvent les roues de gravel vont être un petit peu plus lourdes qu'une roue de route. Des trucs comme ça, mais tu sais, en général, une jante, un disque, des rayons, tu sais, ça reste. On réinventera pas la roue, comme disait l'autre. Oh! Non, c'est ça, mais bon jeu de mots, ça paraît que t'es un bon père. Ouais. Non, mais c'est ça, tu sais, les roues, moi, à part la largeur interne, tu sais, puis, tu sais, comme côté poids, ce que j'avais trouvé fantastique avec mes Envy, c'est que sont plus légères que les roues de route que j'utilise présentement sur mon road bike. Fait que j'étais juste comme surpris de voir comment. Mais tu sais, c'est vraiment une question de largeur parce que dans le fond, je pense que sur mes Envy, le minimum que je peux mettre, c'est du 36 mm. Fait que tu sais, je pourrais pas de pneus. Fait que tu sais, je pourrais pas aller ben, tu sais, c'est pas transférable sur la route, obviously. Puis ça va jusqu'à 50, fait qu'ils se sont vraiment adaptés, tu sais, comme aux pneus en tant que tel. Mais tu sais, côté robustesse, je n'étais pas au courant si c'était. Je pourrais pas dire s'ils sont plus robustes, mais côté légèreté, c'est hallucinant à quel point ils ont. Tu sais, je veux dire, plus large égale plus de matériel, vraisemblablement, puis c'était côté poids. Un petit caveat pour tes roues. Les gens à la maison ne savent peut-être pas, mais toi, tes roues ne sont pas extrêmement profilées. Tu n'as pas des 50 mm PNV. Fait que ce qu'on retrouve en largeur, peut-être qu'on ne le retrouve pas en hauteur, puis en profil, puis en gain aérodynamisme. Fait que tu sais, il y a ce trade-off-là aussi. Je pense que c'est des roues assez grimpeurs, entre guillemets. Ouais. OK, le prochain, c'est un de mes, de mes préférés. Je suis comme mitigé par rapport à celui-là. Tu sais, c'est le bar tape plus épais. Puis, tu sais, on sait, mettons, à Paris-Roubaix, les mécanos, ils mettent 2 tours de bar tape. Ils mettent 2 épaisseurs pour, justement, plus que c'est coussiné, plus que ça absorbe. Fait que tu es moins dans ton guidon ou ton cintre à te faire vibrer. Puis là, ils ont sorti un bar tape qui est 2 fois plus épais. Je trouve ça intéressant, pour être bien honnête, parce qu'il y a une partie de moi qui est comme, OK, tu sais, si je pour faire genre un terrain super accidenté, mais en même temps, il y a une partie de moi qui est comme, en réalité, c'est quand que tu vas t'attaquer à quelque chose comme Paris-Roubaix, à moins que tu fasses le Paris-Roubaix Challenge. Tu sais, il y a pas, c'est pas mal moins tape-cul que 80 km de pavé, mettons. Encore là, je suis là pour te relancer, mais ça dépend de l'événement, ça dépend de l'épreuve, ça dépend du terrain. Je pense qu'au Québec, en général, le type de la gravelle québécoise est relativement smooth. Je suis d'accord avec toi qu'un bon bar tape, un petit peu plus épais que, mettons, un bar tape très routier, il y a un set d'épaisseur, tu sais, mais moi, tu vois, j'ai une soupe à case Ultra Cush ou quelque chose du genre. Qui est un petit peu plus épaisse que, mettons, une bar tape de route. Puis je pense que ça fait la job généralement. Mais l'année dernière, j'étais avec la Gravel Mafia, on était en Islande faire The Rift. C'est une épreuve de 200 km, on fait le tour de volcan, écœurant. On pourra en reparler plus en profondeur. Mais rarement, je me suis fait brasser comme ça. Rarement, je me suis fait autant shaker sur un vélo pendant plus de 10 heures. J'en pouvais plus. Je me suis fait dépasser par des gars qui avaient des suspensions, puis je me disais, hey, si seulement j'avais une suspension sur mon vélo, si seulement j'avais n'importe quoi pour rendre ça moins souffrant, parce que ça brassait énormément. Fait que je pense qu'il y a des terrains dans lesquels ça s'applique. Puis le bar tape, c'est pas une modification qui est long terme, ça change pas ton fitting. Fait que non, je pense.
C'est C'est un très produit qui se défend. accessible, c'est pas lourd. Non, mais tu sais, c'est ça, je te dis, je suis mitigé parce que, ça, comme tu dis, ça dépend beaucoup de l'événement. Tu sais, c'est pas bien plus lourd, c'est pas un gros investissement, c'est pas, tu sais, c'est pas rien d'extraordinaire. Par contre, tu sais, dans le fond, si tu changes ton bar tape, ça peut valoir la peine d'investir là-dedans parce que je pense que c'était quelque chose comme 5-6 grammes de différence avec un bar tape. Tu sais, c'est pas énorme. Fait que, tu sais, pour plus de confort, mais c'est juste, c'est, ouais, Un guidon, ça dépend de l'épaisseur aussi, ça ouais. dépend de tout ça. Je pense que ça a sa valeur. Par contre, encore là, de dire que c'est un bar tape gravel spécifique, je vois de l'opportunisme de l'industrie, je vois de hey, on va mettre le mot gravel, on va en vendre plus. Du bar tape épais, ça a tout le temps existé. Le double wrap, ça existe depuis 100 Ouais. ans. Là. Fait que tu sais, c'est comme c'est vraiment spécifique à gravel, c'est vraiment une innovation, je ne crois pas. Non, Peut-être mais je ça pense que, tu le sais, la point qu'on niche est peut. là, puis c'est pour ça qu'ils l'ont mis gravel spécifique. Tu sais, c'est parce que quelqu'un sur route, à moins que tu roules au Québec, là, mettons que tu es tout le temps à Saint-Cuthbert, ça se peut que tu veuilles ça, mais sinon. Neutre sur celui-là. Toi, sans ça, que penses-tu des sels gravel spécifiques? Ouais, ça, là, man, j'en ai vu deux, trois modèles, OK? Puis là, j'ai lu là-dessus, puis là, j'ai analysé le tout. Puis dans le fond, la seule chose que j'ai vu de différent, c'est que le matériel est plus imperméable parce qu'il y a plus de boîtes, il y a plus euh, d'eau. Et ils ont mis une fine membrane imperméable dans le trou de la selle pour pas te faire splasher le cul. Puis ça, ils ont décidé d'appeler ça gravel spécifique. C'est valable. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu un gros. Puis tu sais, j'ai roulé sous la pluie souvent. J'ai un trou dans ma selle. On a fait le Messorem où c'était le Messorem Gravel où c'était le fucking déluge. Puis j'étais mouillé anyways. Fait que je pense pas que l'effet bidet de ma roue dans le trou de ma selle m'a vraiment dérangé. Euh, pour vrai, moi, les selles gravel spécifiques, je suis comme pas pour moi. Ouais. Ouais, mais c'est surtout, si on peut revenir à, je veux dire, les features. Les features que tu décris, on dirait que c'est pas ça le vendeur. Je pense qu'il y a une selle plus confortable, une selle qui va être encore là capable de te faire toffer 6 heures de 6, 8 heures sur ton vélo. Est-ce la bonne chose, probablement? Mais je vois pas en quoi, tu sais, mettons, je vois pas être le seul à rouler une Specialized Power, mais je vois pas en quoi, mettons, rouler une Specialized Power Gravel serait plus logique pour moi. Fait que, non, je très neutre sur ma selle de Gravel. Non, définitivement. Puis, tu sais, en tout cas, c'est ça. Moi, je suis vraiment pas sûr que ça résout un réel problème. Puis, tu sais, côté confort, je pense que juste d'aller voir un bike fit, tu sais, il y a tellement c'est tellement relié plus à la physionomie, selon moi, que à la, tu sais, trouver le bon type de selle pour ton bon cul, là, tu sais, c'est un mariage parfait. On pourrait dire aussi à la technique, tu dois avoir quand même la majorité de ton poids dans tes pieds, quand même parti dans tes mains aussi, de pas, Mhm. oui, t'es assis, mais t'es pas comme, t'es bien fité, ton poids est quand même transféré un peu partout. T'en fais un autre item qu'on a vu passer, une autre composante, tu sais, puis on pourrait faire un grand bucket, là, la suspension, Ouais. T-post, suspension sur sur ta potence. Ouais. Des suspensions même Colonne dans de les direction. frames, dans les colonnes de direction comme Ouais. le Specialized font. Le frame, c'était BMC qui avait le pivot un peu dans Ouais. le frame. Yeah. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, moi, pour vrai, j'ai essayé le Specialized. Je me rappelle plus comment il s'appelle, là, celui qui est dans la colonne de direction. Puis il y avait aussi le clamp est un peu plus bas dans la tige de selle pour permettre un peu plus tu sais, comme de mouvement puis d'absorption. En toute vérité, un 20 millimètres dans des chemins vraiment accidentés, ça fait quand même un certain bien. Après ça, tu peux la fermer quand tu veux, puis avoir la même puissance. Moi, mon seul point avec ça, c'est, mettons, quand tu pars à l'aventure, si, mettons, tu fais juste des rides là, dans la vie, là, tu fais juste comme des loops, des 100 km de gravel, etc.,
C'est pas si pire. C'est un bel ajout. C'est ça que je veux dire. C'est un bel ajout. Si tu vas à l'aventure, mettons, décides d'aller faire 600 km dans le bois, à être autosuffisant, etc., puis que ça vient à péter, OK? Ou que tu es en plein milieu de nulle part. Moi, j'ai eu un problème de dérailleur, là. J'ai appelé Andreas en capotant. Pas mal sûr que si j'avais un problème de suspension dans ma colonne de direction, puis que j'avais appelé Andreas en capotant à partir de Ullared en Suède, il m'aurait juste dit ben, you're fucked, buddy. Tu sais, comme. Fait que, tu sais, je pense que ça rajoute, pour tout ce qui est aventure, ça rajoute un layer de ça se peut que tu te mettes dans le trouble. Pour tout ce qui est gravel, ça rajoute définitivement un aspect confort indéniable. Après ça, ça dépend, je pense, de chaque personne, mais puis tu sais, je dis ça, je ne suis pas payé par Specialized pour 2 cents, là. Je l'ai essayé, puis j'ai vu la différence. Au même titre que quand je disais le bar tape tantôt, tu sais, tu vois la différence, c'est juste que là, tu as quelque chose qui est un peu plus C'est mécanique, dangereux. comme. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est comme. Ouais. Mais je partage ton point. Je pense qu'il y a il y a une pertinence. Puis plus, tu sais, quand toi, je parlais de mon épreuve en Islande, écoute, man, j'aurais tout pris, les suspensions, là. Toute la gang. Mhm. J'en pouvais plus. Mon bike, en plus, j'ai un super bon cadre qui est connu pour être un cadre compliant. J'avais des bons pneus. J'avais tout ce qu'il fallait dans un contexte québécois pour faire de la gravel. Mais là, j'aurais pris toutes les suspensions. Ouais. Je pense que là où j'en ai, c'est une autre affaire qui peut péter sur ton bicycle. Comme tu dis, qui est difficile à réparer, c'est des composants spécifiques que dans 10 ans, ils ne produiront plus, puis que ça va juste. Des fois, on parle d'obsolescence programmée, puis pour moi, ça en est. C'est qu'à un moment donné, ils ne supporteront plus ces suspensions-là parce que c'est pas fondamental. Mhm. Fait que ça, c'est quelque chose qui me chicote un peu comme la suspension dans le cadre en arrière de BMC avec le bushing, puis tout ça. C'est comme, OK, je vois de la valeur, c'est vrai que c'est cool, c'est sûr que ça doit ajouter du confort, mais je pense aussi à quel point tu vas aller loin avec ton vélo de gravel, à quel point tu veux chercher le trouble, à quel point tu cherches du confort. Ouais. Tu sais, il y a ça aussi, tu sais, nous les deux, on est à Montréal, là, mais tu sais, on en fait de la bonne gravel urbaine, là, où on part de Montréal, on roule sa route, on va trouver une page de gravel une couple de kilomètres plus loin. Ouais. J'en veux pas de suspension à ce moment-là. Je veux que mon vélo feel comme un road bike Ouais. avec des gros pneus. Mais plus tu vas deep dans le bois, plus tu vas chercher le trouble, plus que peut-être tu rechercherais ces conforts-là. Tu sais, je pense qu'on Big Red, c'est un bon gauge parce que c'est un classique, puis beaucoup de monde le font. Encore cette année, on était quoi, 700-800, c'est impressionnant. 6 heures de vélo, est-ce que j'aurais pris une petite suspension? Peut-être, mais en vrai, j'ai des doutes. Pour moi, c'est des cossins. Je pense que c'est Ouais. ça Non, mais c'est qu'il y a tellement de solutions. Tu sais, mettons, justement, le fameux bar tape va t'amener un petit peu plus de confort après ça. Tu sais, c'est pas obligé non plus d'être intrinsèque à ton vélo comme une suspension qui est intégrée dans le vélo. Je pense que, tu sais, mettons, c'est quoi, c'est Charles Ouimet qui avait essayé la potence, que tu rajoutes des bushings dedans. Ça, pour vrai, tu peux partir avec genre 2 bushings de plus, puis c'est des vis assez facilement trouvables en quincaillerie. Fait que si ça pète, tu as moyen d'aller patenter quelque chose de relativement facile, puis à la limite, tu changes ta potence, puis tu es en business. Tu sais, tu vas au bike shop, tu changes ta potence. Tu sais, il y a comme des solutions, je trouve, avant de commettre ton vélo, dépendant de si tu veux partir à l'aventure, puis tu le veux vraiment. Il y a des solutions qui existent parce que c'est facile à changer, c'est facile à réparer. Un seat post que tu peux mettre. Si, mettons, tu as un seat post qui est rond, qui n'est pas spécifique à ton cadre, là, qui est un bon vieux 27.2, Ouais. 31.6, un seat post comme ça que tu peux changer, un stem que tu peux changer. Je pense que c'est, comme tu dis, je pense que ça, c'est des options qui se défendent. Écoute, Charles avait l'air très emballé par sa potence. Charles a toujours Euh, l'air très emballé. On le salue d'ailleurs. Salut, Charles, Son d'ailleurs. positivisme contagieux. Moi, Oui, oui, j'adore. ou la pas du gain de vendre des potences, qui sait. Mais Ça, je pense que je vais couper ça au montage. C'est pas. parfait, parfait. Non, non, mais Euh, sans blague, la potence, ça va l'air nice. Puis je pense que c'est le genre de feature que, comme tu dis, tu remplaces bien sur un vélo. Puis à la limite, exact. tu veux plus ça, tu remets une potence régulière, puis ton vélo, il est redevenu un petit peu plus routier, un petit peu plus dynamique. Fait. Moi, j'ai pensé m'en procurer une puis l'essayer pour le fun, là. Parce que je trouvais que pour vrai, tu sais, ça allait apporter quelque chose. J'y ai pensé pour la Suède, justement, sachant la quantité de brossage et tapage de cul que j'allais avoir. J'étais comme, d'un coup, que ça pourrait faire une petite différence. Puis c'était quelque chose qui n'était pas un gros danger. Finalement, ben, j'ai manqué de temps puis j'ai rien fait de tout ça. J'ai juste été me chercher des roues Envy.
Écoute, le temps commence à filer, fait que je pense que c'est ce qui va conclure cet épisode, mais on a d'autres épisodes qui vont venir avec plus de... euh, si les gens aiment cet épisode-là, il y a plus d'épisodes qui vont venir en ce style-là, où est-ce qu'on analyse des trends de l'industrie en route. On en a un qui s'en vient pour Zwift, on en a d'autres qui vont venir. N'hésitez surtout pas à nous dire qu'est-ce que vous voulez entendre dans les commentaires, puis nous, on lit ça, puis après ça, on essaie de faire des épisodes avec Max, geek en chef du podcast. Salut, Bob. Salut, la gang. À bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. N'hésitez surtout pas à nous dire dans la section commentaires ou à nous écrire si jamais vous avez des idées de personnes qu'on devrait recevoir, de sujets qu'on devrait aborder. C'est toujours un plaisir de créer du contenu qui va résonner chez les gens et que les gens vont apprécier, donc que vous allez apprécier. N'oubliez pas de vous abonner, comme je le disais en intro. L'année passée, on était environ 2000 personnes. Ce serait le fun qu'on arrive à avoir plus de monde, donc ça favorise la découverte de podcasts. Quand on a plusieurs abonnés, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et sur ce, on se revoit au prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt.